Chers amis, bonjour. Je suis Prosper Antialoun, je suis entrepreneur depuis 2001, mais en même temps, je suis un consultant international. Depuis quelques années, je fais des vidéos sur YouTube pour partager des tips, conseils, astuces sur l'entrepreneuriat, le leadership, la stratégie d'entreprise, ainsi que tout ce qui peut aider une organisation, une entreprise à aller de l'avant et être au top de sa performance. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler des clés du succès entrepreneurial en prenant quelques exemples de ce que j'ai fait personnellement et en vous partageant quelques stratégies gagnantes. Mais avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Dans cette vidéo, nous allons aborder 4 grands sujets. L'orchestration des projets d'envergure, la mise en place des stratégies gagnantes, le rôle de la formation et du coaching et enfin la vision et l'innovation. Parlons de l'orchestration des projets d'envergure. Vous savez tous, quand on planifie, on a plusieurs points. Donc en tant qu'entrepreneur, en tant que leader de l'organisation, en tant que pilote ou commandant de l'équipe, chacun doit se réorganiser, partager les tâches, partager les responsabilités et surtout mettre en place le focus. Qu'est-ce qui est nécessaire en fait? Parce que c'est comme dans la vie quotidienne. Parfois, dans une journée, vous savez tous, quand vous faites des to-do list, vous mettez tout ce que vous pensez être nécessaire pour la journée. À la fin, on arrive avec 15 points. Mais on sait que sur 15 points, quand on a ça le matin à 8 heures, si on arrive à faire 8 dans la journée, c'est déjà pas mal. Donc, si vous avez 15 points, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez les plus importants d'abord, les plus essentiels. Vous mettez au début. Il faut finir ça d'abord et les moins essentiels, les moins importants sont à la fin. Donc, dans une entreprise, les projets d'envergure, ce sont les projets importants, les projets essentiels, les projets qui vont changer la donne, les projets qui vont améliorer en fait, les choses et vous permettre d'atteindre le plus possible vos objectifs. Il faut connaître ces projets clés. Ces projets clés, c'est essentiel que ce soit pour le bien-être de votre équipe parce que c'est ça en fait qui va driver la motivation d'avoir atteint un objectif, la motivation d'avoir effectué quelque chose, la motivation en fait d'avoir participé à quelque chose d'important. Bien sûr, pour ce projet important, tout doit être calculé. Donc il faut commencer par bien planifier et organiser. Planifier, comment on va le faire, qui va faire quoi, quand, c'est quoi le deadline, à qui on rencontre, en qui on pose des questions s'il y a des problèmes. Donc en gros, pour faciliter, il faut surtout retenir 3 choses. Quand on sait qui fait quoi, il faut mettre en place les deadlines, c'est-à-dire les délais. À quel moment doit quelqu'un finir sa partie? Chacun de l'équipe doit être au courant de ça. Définir ensemble et faire en sorte que ce soit clair dans la tête de chaque membre de l'équipe. C'est quoi les étapes clés? À quel moment on peut dire que cette étape est bouclée? Et enfin, la distribution des ressources. De quoi on a besoin pour pouvoir finir sa part? Ça peut être des ressources matérielles, comme ça peut être des ressources financières. Bien évidemment, parfois on a besoin de plus de bras, plus de main-d'œuvre ou des ressources techniques. Quand ces 3 éléments sont en place, c'est là où ça rentre la gestion d'équipe. C'est très important que le chef d'orchestre arrive à la fois à motiver et à former ceux qui n'arrivent pas à le faire, à aider et faire en sorte que tout le monde puisse travailler main dans la main pour atteindre l'objectif commun. C'est là où le mot leadership prend tout son sens. Afin d'aider le gestionnaire de projet ou le leader, il faut surtout connaître les risques. Comment les anticiper? Comment faire en sorte que ça n'arrive pas? Et si ça arrive, qu'est-ce qu'on propose comme solution? Et c'est là en fait toute la finesse d'être chef d'orchestre. Après, quand on parle de projet, quand on parle d'une équipe, il y a quelqu'un qui doit faire le suivi. On dit c'est telle date le deadline pour cette partie, pour cette équipe.
Quand ils disent « Ok, on a fini », il faut que quelqu'un arrive pour valider, pour voir est-ce que c'est fait. Est-ce que c'est fait, bien sûr, dans le délai, mais aussi est-ce que ça répond par rapport à ce qu'on voulait, par rapport à ce qui a été demandé, est-ce que c'est utilisable pour la suite. Et c'est là où le suivi, évaluation rentre en jeu. Attention, il ne faut pas que ça reste des mots théoriques, ça doit résonner de manière pratique, de manière palpable au niveau de l'équipe. Dans cette démarche, l'adaptabilité et la flexibilité sont importants. Parfois, en cours de route, un projet n'est pas si rigide que ça. Parfois, ça évolue en bien ou en mal. Il y a des ajustements à faire. Et il faut être capable, en fait, il faut être ouvert d'esprit, capable d'accepter ça, capable de trouver des solutions dans la sérénité. Et c'est ça qui est important, être serein, être prêt à aider l'équipe, être à l'écoute pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions ensemble. Des projets, chaque entrepreneur en a beaucoup eu. Depuis 2018, on a beaucoup travaillé sur la digitalisation. D'ailleurs, heureusement, sinon on n'aurait pas survécu la crise Corona de 2020. Et dans cette démarche, on a mis en place, par exemple, des solutions web, des espèces d'applications qui appartiennent à des anciennes générations qu'on n'a même pas beaucoup utilisées pour rentabiliser, mais qui finalement nous ont servi de leçon pour pouvoir ajuster, pour pouvoir être flexible, pour pouvoir être lax dans le développement des autres outils d'après. Je me rappelle par exemple du fait qu'on a recruté des techniciens, des développeurs qui développaient leur partie et puis qui sont partis parce qu'ils ont trouvé du boulot en dehors du pays. Et nous, on a dû reprendre les codes. Et c'est en reprenant les codes, en fait, je ne sais pas s'il fallait être content ou pas, que la nouvelle équipe s'est rendue compte que la façon de travailler sur la couche des codes n'était pas bonne. Il y a des codes qui ont été mis du côté de ce qu'on appelle utilisateur users et qui n'étaient pas dans le noyau. Et quand on change quelque chose dans le noyau, les codes ne répondaient pas, ça ne changeait pas en même temps parce que ça a été en dehors à peu près de la couche du système. Et tout ça, ce sont des petites leçons. Ce sont en fait ces petites erreurs qui nous permettent de nous améliorer de jour en jour. Et c'est important de les vivre. Ce sont des leçons. En fait, l'idéal, c'est juste d'avoir des petites erreurs qui ne coûtent pas cher, mais parfois ça arrive d'avoir des erreurs qui coûtent très très cher à l'entreprise. Mise en place de stratégies gagnantes. D'où vient la stratégie? Selon les normes EFQM, European Foundation Quality Management, la stratégie, en fait, c'est la manière de répondre par rapport à tout ce qui est avantage, c'est-à-dire les opportunités et les forces de l'entreprise, comment les utiliser pour atteindre les objectifs de l'organisation ou de l'entreprise. Et en même temps, comment en fait développer des défenses par rapport aux menaces et aux faiblesses que notre organisation entreprise a par rapport à ses concurrents. Donc la manière de développer des stratégies diffère et ça évolue aussi avec le temps. Il y a très longtemps, en fait, la stratégie en fait, s'appuyait surtout par rapport aux concurrents. Mais après, on a vu Jeff Bezos avec Amazon qui a développé les stratégies en fait, qui sont basées sur les besoins du client. Donc au lieu de regarder les concurrents, qu'est-ce qu'on peut faire mieux qu'eux, comme auparavant, la stratégie, c'est plus, bien sûr, on a toujours ce regard jusqu'à maintenant, mais c'est plus, qu'est-ce qu'on peut offrir en fait pour que les clients soient plus satisfaits, pour qu'ils paient plus en fait. Plus il est satisfait, plus il paie, et c'est comme ça que le monde d'aujourd'hui fonctionne et avec l'IA, ça va encore se renforcer. Donc quand on parle de stratégie, généralement, on doit avoir ces éléments. Ces éléments dont j'ai parlé, opportunités, menaces, forces, faiblesses, les fameux SWOT analysis.
Donc ces éléments vont nous permettre d'aller de l'avant dans le développement de nos stratégies. Quand on a ces éléments, on met en place des objectifs, ce qu'on appelle des objectifs stratégiques, c'est-à-dire ce sont les points essentiels pour sortir de ce lot et être plus performant que les autres. Ceci dit, ça peut être par rapport à la concurrence, mais c'est surtout par rapport aux clients. C'est ça le trend, c'est ça la tendance aujourd'hui. Pour connaître ça, il faut faire des analyses de marché, il faut être à l'écoute du client, il faut mettre en place des systèmes de satisfaction client. Dans chaque vente, on demande est-ce qu'il a été satisfait? Si oui, est-ce qu'il est prêt à nous recommander à d'autres clients? Sinon, qu'est-ce qu'il attend en fait de nous pour qu'on puisse améliorer encore soit nos services, soit nos produits, soit l'ensemble? C'est à partir de là qu'on peut mettre en place ce qu'on appelle de l'innovation, améliorer le produit, améliorer le service, se différencier surtout des offres existantes, des concurrents, mais se différencier aussi par rapport à nos propres offres d'hier. On évolue et c'est hyper important. La stratégie, c'est ça qui fait marcher les entreprises le plus et c'est là-dessus qu'on m'appelle souvent dans des entreprises privées ou dans des projets d'envergure de développement d'une approche, d'une façon de faire, d'une filière, etc., etc. Donc, quand on a en place ces stratégies, il faut les faire savoir. Et c'est là qu'entre en jeu le marketing. On ne parle même pas encore des produits finaux ou des services finaux ou l'ensemble, mais on peut déjà parler de nos intentions, de nos processus en cours, de ce qu'on veut atteindre demain et après-demain et de ce qui nous différencie des autres. Quand on met en place une stratégie, bien évidemment pour se différencier, être innovant, avoir des services ou des produits qui sortent de l'ordinaire, qui sont mieux qu'hier, qui sont mieux que ceux de nos concurrents, mais on parle aussi de tout ce qui est optimisation de ressources. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la durabilité. On ne peut plus dissocier nos stratégies de cette tendance mondiale qui est une tendance presque naturelle. Donc, qui dit optimisation de ressources dit en même temps une recherche d'efficience et en même temps trouver une efficacité. Comment on atteint nos objectifs pleinement malgré cette optimisation de ressources. Encore une fois, dans cette recherche d'efficacité opérationnelle, les risques sont toujours présents. Comment on gère les risques si on n'arrive pas à atteindre nos objectifs? Si quelque chose arrive, récemment on a vu un avion qui décolle en pleine montée, pouf, la fenêtre se décolle. Il y a des enquêtes. Jusqu'au moment où je monte cette vidéo, tous les modèles de cet avion sont encore cloués au sol par 2 compagnies aux États-Unis. On cherche à comprendre pour pouvoir proposer des solutions pour minimiser les risques. Ça peut être catastrophique. Heureusement, il n'y a pas eu de mort. Mais le risque était là et anticipé. Résoudre ces risques, ça fait partie du développement de nos stratégies. Rôle de la formation et du coaching. Le coaching, c'est un des éléments importants, mais aussi compliqué dans le rôle du manager ou du leader. On parle souvent d'une amélioration continue. Plus on améliore notre façon de travailler, plus on améliore nos produits, nos services, plus on a aussi ce besoin d'améliorer la capacité de notre équipe. Et c'est là où le renforcement des capacités ou les formations rentrent en jeu. Ne serait-ce que pour gérer son temps, il faut une formation. Généralement, quand on commence un nouveau poste, il y a toujours une formation. Quand on rentre par exemple au groupe Quintia, le premier jour, il y a des formations très basiques. Connaître les entreprises qui composent le groupe, connaître l'équipe, connaître les cultures basiques dans l'entreprise. On s'appelle par le prénom, comment ça fonctionne, les heures d'entrée, les heures de pause, les heures de sortie. Il y a ceux qui rentrent plus tôt pour finir plus tôt, il y a ceux qui rentrent plus tard pour finir plus tard.
comment on s'envoie des emails, comment on s'appelle, quel outil on utilise pour chaque type de travail, si on a besoin d'appui, à qui on fait appel et comment on l'appelle, sur quel outil. Tout ça fait partie de ce qu'on appelle des formations avant de commencer à prendre son poste. Et bien sûr, ces formations se développent par rapport aux besoins de chaque poste. Je prends des choses basiques. On a besoin, par exemple, pour certains types de postes, de pouvoir parler anglais. Ce n'est pas aussi performant au début, il n'y a pas de souci. On peut se former tout au long de l'année. Pareil pour la langue française, pareil pour l'utilisation de l'outil informatique, le pack Office, Word, Excel, ainsi de suite. Et même dans la façon d'améliorer notre performance de tous les jours, la gestion de temps. Tout ça peut être des formations, mais on peut parler des formations sur des choses plus élaborées aussi, pour chaque poste. Par exemple, si on est community manager, on se forme sur ce type d'outils de travail, d'approche, etc. Si on est conducteur, on se forme. La conduite défensive, éviter l'accident. Comment on fait en sorte, au fait, qu'on soit ponctuel, quel outil on utilise. Si quelque chose arrive en termes de sécurité, comment on fait? Tout ça nécessite des formations. Donc la formation fait partie intégrante de la vie d'entreprise. C'est un des points clés. Si vous n'investissez pas dans la formation, bien évidemment, vous allez perdre une partie de la capacité de l'entreprise. Le coaching, c'est appuyer, montrer au fait à la personne comment on fait la chose. Une des choses qu'on fait par exemple au groupe Rentia, c'est que quand on part en rendez-vous, on amène toujours quelqu'un. Travailler en pair. Quand on est dans un rendez-vous, on est dans le live. On discute, on pose des questions, on fait des propositions. Et la personne qui n'est pas encore manager, mais qui va être manager plus tard, doit déjà vivre l'expérience. Et quoi de mieux que d'être présent pour déjà commencer à vivre l'expérience. C'est comme ça qu'on fait pour les travaux par pair. Il y a aussi les travaux, le principe de 4 yeux, comme on dit. Quand on écrit un document 2 yeux, on montre à quelqu'un d'autre pour avoir son avis, son feedback, l'amélioration qu'il pourrait proposer. Principe des 4 yeux. Tout ça, ce ne sont pas des choses qui datent d'aujourd'hui. Ça existait depuis les années 40, mais ce n'est pas toujours appliqué. L'objectif de ces démarches, en fait, c'est pour relever la performance de chaque membre de l'équipe, ce qui par la suite va relever aussi automatiquement la performance de l'entreprise dans son ensemble. Mais j'aimerais mettre un point sur les éléments suivants qu'il faut en fait partager à l'ensemble de l'équipe. Il faudrait qu'on forme chaque personne dans une entreprise dans la gestion d'équipe. Pourquoi? Parce que soit la personne, elle est performante, elle va être chef, elle va gérer une équipe plus tard. Si elle n'est pas performante, elle ne sera plus dans l'entreprise dans quelques mois, quelques années. Deuxième point, c'est la communication efficace. Qu'on soit coursier, qu'on soit PDG, peu importe notre rôle, notre poste dans une entreprise, il faut avoir la capacité et l'aptitude de tenir une communication efficace. C'est très, très important. C'est transversal. Tout le monde devrait être formé dessus. Dernier point, c'est la résolution des conflits. Il n'y a pas pire que les conflits pour pourrir l'ambiance et la motivation de l'équipe. La gestion de conflits devrait être une formation, à mon avis, donnée à l'ensemble de l'équipe. Si vous voulez, la formation est toujours un investissement à long terme. Soit le personnel reste et que l'entreprise bénéficie de ces formations, soit si le personnel décide ou par les circonstances quitte l'entreprise, ça reste un super ambassadeur ou ambassadrice de l'entreprise. Enfin, parlons de la vision et de l'innovation dans la démarche entrepreneuriale. La vision, c'est essentiel. La vision
de l'équipe qui a créé l'entreprise ou un seul entrepreneur dans certains cas, c'est très important d'avoir une vision claire. Qu'est-ce qu'on veut devenir? Avoir une idée claire de la place de l'entreprise à long terme, dans 10 ans, dans 15 ans, où est-ce qu'on sera? C'est très important que cet élément soit partagé à l'ensemble de l'équipe, voire même aux partenaires et clients de l'entreprise. C'est important que chaque organisation connaisse au fait pourquoi on fait le travail de tous les jours. C'est comme l'histoire de la tailleur de pierre. Il y avait 3 personnes qui taillent la pierre et puis quelqu'un passe, demande au premier « Qu'est-ce que vous faites ?»« Ah, je taille des pierres. »« Ah, ok, super. » Il passe au deuxième « Qu'est-ce que vous faites ?»« Non, je taille des pierres pour faire un mur. » Ok, merci, il passe. Et puis il demande à la troisième personne, qu'est-ce que vous faites? Le monsieur a dit, je contribue à la construction d'une cathédrale. Ces 3 personnes n'ont pas la même motivation, n'ont pas la même façon de voir les choses. Au fait, participer à quelque chose de grandiose, ça change notre état d'esprit. C'est important, ça nous rend plus grands, ça change au fait notre estime de soi. C'est important. Personne n'a envie de faire quelque chose de minable, de petit, d'insignifiant. On veut tous participer à d'énormes projets, à des choses incroyables, qui fait rêver, qui fait vivre, qui donne envie. Et c'est ça en fait, la vision. C'est pour ça que c'est important. Si on sait et qu'on garde pour soi-même, et que l'équipe ne sait pas, ils n'auront pas la même motivation, le même engagement et la même envie que nous. Il faut que ça soit partagé, il faut que ça soit accepté par tous. Si quelqu'un n'épouse pas notre vision, il ne peut pas faire partie de l'équipe. Après, comme on a dit tout à l'heure, il faut être innovant. Je ne vais pas revenir sur ces thèmes, mais je parle surtout de l'innovation dans le sens où il faut prendre des risques. Bien sûr, ce qu'on fait aujourd'hui est confortable. Ça nous permet de gagner de l'argent, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Si tout le monde après nous copie, on sera noyé. Il faut prendre des risques pour aller de l'avant. Il faut être différent à chaque étape de l'évolution de l'entreprise, autant que possible. Et c'est là où on parle d'innovation, d'amélioration sans cesse. Changer autant que possible en améliorant notre façon de faire les choses. Cette culture d'innovation n'est pas naturelle. L'humain est paresseux par nature. On ne veut pas sortir de nos zones de confort. Donc, quand on veut mettre en place une culture d'innovation dans une entreprise, ça demande beaucoup d'efforts. Il faut bousculer. Il faut encourager, il faut thématiser, en parler, en discuter dans des réunions de travail, dans des moments de pause et petit à petit, on enclenche la démarche et ça pourrait fonctionner. Donc voilà, le succès entrepreneurial ne vient pas tout seul. Il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est très rare que les choses arrivent tout seul. La plupart du temps, il faut travailler pour atteindre ces objectifs. Travailler sur les essentiels. Qu'est-ce qu'on a comme projet qui devrait être fait pour pouvoir aller le plus loin possible vers l'objectif qu'on veut atteindre? Quel type de démarche, de stratégie on devrait mettre en place? Comment en fait on va renforcer la capacité, l'accompagnement de notre équipe et surtout comment on partage la vision, comment on met en place une culture d'innovation et d'amélioration continue des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai volontiers. Sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.